Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On a encore le plaisir de recevoir le docteur David Masson et j'espère que ce n'est pas la dernière. D'ailleurs, il nous a promis de nous faire un autre sujet, donc voilà, ça va venir. Mais aujourd'hui, c'est l'actualité. On va parler du Covid-19 et du confinement. Ce confinement, ce deuxième confinement, cette deuxième version du confinement, plus allégée par rapport à la première, mais pas forcément d'ailleurs pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça reste très compliqué, des gens qui n'ont pas d'activité professionnelle, des gens qui n'ont pas de dérogation particulière pour sortir, des gens qui ont leur entreprise qui est fermée. Pas pour tout le monde quand même. Ce confinement dont on sait maintenant, dont on a des données techniques pour dire qu'il a participé d'une manière plus ou moins importante, ça c'est difficile à estimer, mais en tout cas il a participé à une augmentation non négligeable de la première cause d'invalidité selon l'OMS, qui est la dépression. Nous avons, par rapport à ce Covid-19 en général, une augmentation, une multiplication par 2 de la dépression. Et la dépression n'est qu'une seule des pathologies psychiatriques aggravées par cette épidémie et entre autres aussi par les mesures qui ont été prises pour éviter cette épidémie. Et donc, le docteur David Masson va nous parler un petit peu de comment mieux vivre ce confinement. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Merci à nous pour ton invitation. Je me représente à nouveau. Je suis le docteur David Masson, je suis psychiatre d'adulte, je travaille à Nancy, au centre psychothérapique de Nancy, et je suis responsable d'un centre qui s'appelle le CUR, qui est le centre universitaire support de remédiation cognitive et rétablissement. Dans ce centre, une des valeurs importantes de l'équipe, c'est de pouvoir proposer des actions dites orientées rétablissement, c'est-à-dire de pouvoir renforcer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des personnes qui viennent nous voir. Ce pouvoir d'agir, nous l'avons tous, on peut tous faire quelque chose et c'est tout l'intérêt des approches orientées rétablissement. J'ai eu la chance de présenter la remédiation cognitive sur une précédente vidéo et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter des autres aspects du rétablissement qui me paraissent absolument essentiels, notamment l'aspect psychoéducation, pas que des patients, mais de manière générale, à la fois au niveau des professionnels et du public. Alors, comme tu le rappelais, l'actualité est quand même bien morose depuis quelques mois, c'est bien anxiogène, peut tous avoir le sentiment, à un moment donné, de subir complètement ce qui nous arrive, dans une situation où finalement on ne peut absolument rien faire, on ne peut que chercher un sens à tout ça, du mieux qu'on peut, trouver une cohérence à tout ça. Alors ça ne fonctionne pas parce que on peut rechercher des idées simplistes ou par rapport à une problématique qui est quand même beaucoup plus compliquée que ça, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et comme tu le rappelles, en psychiatrie, on voit cet impact sur la santé mentale de manière très négative, avec un bond des troubles dépressifs, tu le citais très bien, x2 entre septembre et novembre pour le nombre de personnes atteintes de dépression. Pour un problème extrêmement fréquent et grave, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, si ça ne va pas, consulter un médecin, c'est important. En priorité, son médecin traitant, peut-être un psychiatre. Ça peut être important pour vous aider, pour proposer des soins qui peuvent s'avérer nécessaires et salutaires. Alors, c'est important, mais ça reste quand même insuffisant. Parce que pour aller mieux, il faut aussi prendre soin de soi, et notamment dans les petits gestes de la vie quotidienne, aussi petits soient-ils. Et ça, c'est important. Et c'est important de rappeler parce que dans les centres psychiatriques, c'est vrai que la première représentation qu'on a, on va penser aux psychiatres, on va penser aux psychologues, on va penser aux infirmiers aussi, et tout ce qui est soins psychothérapeutiques ou des soins par les médicaments. Et par cette vidéo-là, ça me permet aussi de pouvoir qu'on puisse penser à un autre corps de métier avec des valeurs professionnelles importantes autour de l'autonomisation, de la coordination, le fait de pouvoir prendre soin autrement que par ces techniques-là, et qui sont les ergothérapeutes qu'on a de la chance d'avoir dans le service et qui apportent un vrai plus pour aider les patients et nous aider à aller mieux. Et donc, c'est sur la base de cette expertise ergothérapeutique, et j'en profite pour remercier Célia et Alexandra qui ont fortement contribué à ce travail. Et c'est avec cet objectif de donner des possibilités très concrètes d'améliorer sa santé mentale que l'équipe de Cure Grand Est Lorraine a déjà rédigé au mois de mars des premières fiches confinement, appelées 9 idées pour bien vivre son confinement, qui ont évolué en mai en 9 fiches pour bien vivre son déconfinement. Et puis là, avec ce nouveau confinement qui arrive depuis quelques semaines, alors certes qui est allégé, mais un confinement quand même, l'équipe a eu à cœur de mettre à jour l'outil par à la fois le retour des utilisateurs des outils précédents, mais aussi avec les connaissances qu'on a acquis du premier confinement.
Alors, de ce fait-là, cet outil s'appelle 9 idées pour bien vivre son déconfinement 2.0. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter finalement quelles sont ces 9 idées que vous devez connaître pour bien vivre ce confinement 2.0. D'accord, alors je te coupe parce que moi, ce que j'entends là, c'est Oui, que vous avez modifié votre présentation, vos outils, en fonction aussi de ce que vous disiez les gens. oui, tout à fait. Mais Parce alors, ça veut dire que vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas reçu une lumière divine et vous ne savez pas tout, et donc vous vous adaptez aussi aux gens. spoiler alerte, eh oui, eh Et oui. donc, vous feriez de la médecine moderne où les patients ont leur mot à dire et où les personnes dont on s'occupe sont actives dans leurs soins. C'est hyper important. Bien sûr. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est l'association, la coordination entre l'expertise des professionnels et le retour des savoirs expérientiels qui permet aussi de pouvoir trouver des co-constructions en termes de parcours de soins qui sont plus opérationnels possibles, il me semble. Voilà, donc je dis ça, évidemment, tout le monde a compris que c'était ironique, que Bien je trouve sûr. ça formidable, mais c'est important parce qu'il y a plein de gens, et notamment peut-être les gens peut-être les plus âgés qui ont connu une autre médecine, vous faites ceci, vous ferez cela, on ne vous écoute pas, vous n'avez rien à dire. Manifestement, vous êtes passé à l'étape d'après. Puis, il n'y a que moi, mais je ne suis pas seul et on est nombreuses équipes à évoluer comme cela. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire et c'est bénéfique pour tout le monde, hein. Tout à fait. Alors merci. Alors, je vais partager l'écran et puis de ce fait-là, vous montrer qu'est-ce que c'est concrètement. Alors, est-ce que c'est tout bon? Ouais, nickel. OK. Donc voilà, 9 idées pour bien vivre son confinement 2.0 qui est proposé donc par l'équipe de Cure Grand Est, qui est une rédaction globale avec des professionnels, mais aussi avec un retour, comme tu le précises, des retours des patients. Alors, quelles sont ces idées? Idée numéro 1, chez toi au maximum de restaurants. Pourquoi le faire? Le choix politique est finalement simple. Rester chez soi, ça permet de limiter la propagation du Covid-19, ça permet de limiter en conséquence les hospices pour ce motif et sauver des vies par la limitation de la saturation des lits, parce que c'est là aussi l'enjeu, et de pouvoir protéger le plus de personnes possible. Quand même, pour la psychiatrie, il faut quand même signaler que ça permet aussi de protéger les gens des complications neuropsychiatriques qui commencent à être décrites dans la littérature. Ainsi, il y a certaines personnes qui peuvent développer des symptômes psychiatriques dans les suites d'une contamination par le Covid, comme un état dépressif par exemple. Et il y a des notions quand même d'un certain nombre de personnes qui développent des troubles attentionnels, nésiques et troubles du sommeil dans les suites d'une infection au Covid. Mais il y a même aussi des cas rapportés dans la littérature de développement de troubles psychotiques. Donc finalement, comment faire? C'est limiter dans la mesure du possible les déplacements, mais il faut bien quand même bien rappeler les dérogations. Il y en a 9. Et celle où je veux vraiment insister, c'est l'indispensable déplacement auprès d'un professionnel de santé pour l'achat des médicaments. Bien sûr. Alors, juste sur les Covid et psychiatrie, peut-être rappeler une petite chose, c'est que il n'y a pas forcément, en tout cas, ce n'est pas encore prouvé aujourd'hui, qu'il y a un lien de causalité entre le fait d'avoir eu dans son corps le virus SARS-CoV-2 et le fait que ce virus ait lui-même déclenché une dépression, un trouble psychotique ou d'autres symptômes psychiatriques. D'accord. Tout Ce à qu'on fait. sait, c'est que le fait d'être contaminé augmente le stress de manière importante, surtout si on considère que cette infection elle est extrêmement grave. C'est-à-dire que si dans sa tête on imagine qu'on va mourir, que tout ça c'est extrêmement grave, etc., d'avoir ce virus, eh bien ça va créer un facteur de stress majeur qui, Mm. lui, on le sait, et ça c'est bien démontré, augmente le risque de dépression, de troubles anxieux, de troubles psychiatriques, y compris bien sûr de décompensation psychotique. C'est pas forcément, je précise que toi, évidemment tu sais ça, mais pour les personnes non cadres, c'est pas Oui, forcément le virus SARS-CoV-2 qui crée ça, c'est en tout cas de manière plus certaine le stress généré. Ce qui est possible par contre, c'est qu'il y a une partie des dépressions qui ont une composante inflammatoire. Il est possible que l'inflammation générée par SARS-CoV-2, le virus, puisse peut-être favoriser la décompensation psychiatrique. Mais enfin, là, on est sur des hypothèses. Voilà, excuse-moi de tout à t'avoir fait. coupé.
Tout à fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci pour la précision. Mais effectivement, c'est un facteur de risque effectivement reconnu des dépressions, ce contexte de risque, de risque de contamination, de pensée de risque de contamination par le SRAS-CoV-2. Alors, l'idée numéro 2, c'est les gestes barrières que tu appliqueras. On les voit partout, mais c'est jamais trop de les rappeler, hein, parce que ce confinement est quand même très différent du précédent. Les enfants vont à l'école, beaucoup d'entre nous continuent de circuler, travailler, continuent de faire les courses. Les gestes barrières, ça contribue à la limitation de la transmission, hein, tout simplement. C'est important de les respecter, lavage de mains, la distanciation physique. Alors moi, j'aime bien dire distanciation physique, pas sociale, parce que la distanciation sociale, faut pas le faire, hein, il faut continuer à garder des contacts sociaux. Tout est éternuement dans le coude, port du masque. Attention, quand on a précisé que le port du masque n'est pas recommandé, donc attention à cet aspect-là. Oui, juste pour rebondir sur distanciation physique ou sociale, on rappelle que dans l'enquête réalisée par l'État sur l'augmentation significative, la multiplication par 2 de la dépression, le facteur ayant le plus haut niveau de preuve comme étant perçu par les gens comme responsable de la dépression, c'était l'isolement social. Hein, donc c'était Ouais, juste tout pour à abonder fait. dans ton sens. Mais là, tu me spoil la suite. Idée numéro 3, alors ça, on l'a remonté là, elle n'était pas aussi bas, mais là, on l'a mis en troisième position parce que c'est vraiment capital. C'est les soins absolument, tu poursuivras, hein. Il y a une perte de chance, à mon avis, gigantesque dans la première vague et pendant le premier confinement par rapport aux soins, notamment psychiatriques comme les soins dépression ou le maintien des soins pour la schizophrénie, mais pas que pour la psychiatrie, hein, aussi toutes les pathologies somatiques, cancer, asthme, diabète, etc., où il y a eu des interruptions dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Il faut absolument continuer ces soins. Les centres sont ouverts, les médecins, les équipes soignantes sont là pour ça aussi, pas pour que le Covid. Je précise aussi, parce que j'ai eu plusieurs retours en consultation aussi, que la dérogation des soins, elle permet de dépasser le kilomètre et la limite de temps de 1 heure. Et elle comprend également l'achat de médicaments en pharmacie. Point numéro 4, mais ça, tu en as déjà parlé, c'est, là aussi, on l'a remonté parce que c'est extrêmement important. Un proche, tous les jours, tu contacteras. Puisque, comme tu le dis, il y a un des points bien identifiés comme étant un facteur de risque capital de développer une dépression, c'est le sentiment de solitude et d'isolement. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes identifiées à risque de dépression, comme les jeunes, comme les femmes, pour les personnes en situation de précarité. Donc, pour se protéger par rapport à ça, il faut absolument avoir un échange avec un proche. Alors, c'est comme vous voulez, hein, que ce soit par téléphone, par visio, par messagerie ou je ne sais quoi. euh, il faut absolument que vous ayez au moins un échange, si possible verbal, avec un proche. Et ce, chaque jour. Idée numéro 5, tous les jours à ton hygiène, tu veilleras. Donc ça reprend des éléments extrêmement simples autour de l'hygiène corporelle, le fait de prendre une douche, de se brosser les dents, de changer de vêtements. Au-delà de se protéger des bactéries, des virus, c'est une manière aussi de pouvoir garder un rythme de vie, de pouvoir garder un rythme dans cette période de confinement. Un des exemples tout bêtes, hein, c'est pouvoir changer de vêtements tous les jours et ne pas rester en pyjama toute la journée. Oui, alors il y a l'aspect rythme et puis il y a Oui, aussi l'aspect estime de soi. Hein. oui, c'est Prendre ça. soin de soi, estime de soi, quand on se met dans des vêtements et qu'on ne reste pas en pyjama, bah, finalement, voilà, on garde le rythme et on sait à quel point le rythme est fondamental. J'avais fait une super vidéo avec un confrère psychiatre qui s'occupe de sommeil, qui était vraiment formidable. Mais au-delà de ça, effectivement, prendre soin de soi, c'est aussi se valoriser soi-même. Voilà. C'est ça. On reviendra dessus par la suite, effectivement, mais tu as raison qu'il y a cet aspect de valorisation, prenant soin de soi directement, ne serait-ce que s'entretenir, se laver dans son corps. Alors, point numéro 6, une hygiène de vie, tu garderas. Donc, c'est à la fois les gestes barrières, mais aussi de faire attention à son alimentation. Alors, ce n'est pas qu'une question de la qualité de l'alimentation, mais également du rythme, avec des repas réguliers, matin, midi, soir, éviter les grignotages, bien s'hydrater. Attention aussi à la consommation de tabac et d'alcool, qui sont fortement majorés pendant le premier confinement, à garder une activité physique adaptée, garder un sommeil de qualité en essayant de garder ce rythme jour-nuit, en essayant d'éviter les décalages nictéméraux et bien sûr de continuer à garder ses suivis médicaux en cours.
Point numéro 7, à ton bien-être, tu penseras. Et là, je trouve que c'est là qu'on arrive sur la question de la santé mentale et de la souffrance psychologique en général, et ça dépasse le cadre du développement de troubles psychiatriques comme la dépression. Hein, parce que, comme on le dit depuis le début, à la période actuelle du confinement, le port de masque, ça a un effet bénéfique sur la pandémie, mais ça a un impact vraiment important sur notre santé mentale à tous. Et ce qui se passe en ce moment, les décisions politiques, les attentes des décisions politiques, la questionnement autour de sa durée, bah, ça provoque toute une cascade d'émotions, de pensées, de comportements qu'il est important de bien identifier pour mieux faire face. Et je trouve que c'est dans ce cadre-là que l'apport des thérapies cognitivo-comportementales, comme les TCC, c'est un vrai atout, pouvoir illustrer le pouvoir que nous avons d'agir sur les situations. Par cette fiche, on a voulu un petit peu montrer ça, de pouvoir montrer les liens qui peuvent exister entre les pensées. Par exemple, je vais être contaminé, ou j'en ai marre du masque, ou on ne s'en sortira jamais. Les liens entre ça, entre les émotions associées à ces pensées. Par exemple, bah, je vais être contaminé, qui peut être associé à la peur, ou j'en ai marre du masque, qui peut être associé à la colère. Et puis, de faire le lien enfin avec les comportements qui sont associés aux émotions et aux pensées. Prendre l'exemple, je vais être contaminé, j'ai peur d'être contaminé, ça, l'émotion c'est de la peur, et un des comportements c'est bah, je m'enferme chez moi pour ne pas prendre de risques. Et ça, on peut le constater encore aujourd'hui du premier confinement, un certain nombre de patients qui préfèrent rester sur des suivis à distance de peur de la contamination à l'extérieur. La fiche aussi, elle permet de rappeler qu'il y a des moyens de pouvoir agir sur les émotions directement, par exemple avec des stimuli sensoriels comme la musique, les parfums, les exercices respiratoires qu'on peut apprendre en relaxation, sur les pensées aussi, en identifiant bien comme une production de notre cerveau, et puis des comportements, bien entendu. Est-ce qu'on ne peut pas aussi conseiller aux gens la télé, tu éteindras Ah, ça c'est... Tu vas trop Hein. vite, Jean-Baptiste. Ah, pardon. Tu vas trop vite. Ça arrive. Point numéro 8, ton ménage, tu continueras. Plusieurs intérêts, à la fois la lutte contre l'infection, conseil d'aération de la pièce, hein, c'est important, hein, puisqu'il y a cette notion autour du côté de la transmission par aérosol du virus, mais aussi de pouvoir garder son logement en état pour s'y sentir bien. Hein, on parlait tout à l'heure de prendre soin au niveau corporel, ça implique aussi le lieu de vie dans lequel on évolue, en particulier si on est confiné. Donc ça implique le rangement, le linge, la vaisselle, qui sont des petits, sortir les poubelles, qui sont des petites actions qui permettent qu'on se sente quand même mieux chez soi, surtout si on est coincé. On a quand même voulu aussi rappeler, parce qu'on a eu plusieurs fois la situation, qu'il ne faut surtout pas passer d'eau de javel ou de gel hydroalcoolique sur les pattes des animaux de compagnie. Il y a un risque de brûlure même avec la javel diluée et il y a des risques de troubles digestifs par ingestion de solutions hydroalcooliques. Donc, si vous nettoyez les pattes, vous utilisez de l'eau. Oui. Et effectivement, le fait de ranger sa maison, c'est quelque chose aussi qui, pour les gens, permet aussi d'avoir une sorte de contrôle. C'est-à-dire dans une période où on a l'impression de rien contrôler du tout, et bien finalement s'organiser soi, prendre soin de soi et l'environnement, c'est aussi avoir l'impression de contrôler son environnement et c'est rassurant. Oui, tout à fait. Et puis la dernière idée, la numéro 9, alors ça rejoint ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est sans excès, tu t'informeras. Parce qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est très important et les moyens pour y parvenir n'ont jamais été aussi importants. On a la télé, la radio, les journaux, l'Internet. On a même maintenant les applications téléphoniques avec les alertes infos qui arrivent quasiment en simultané. Donc on est bombardé en permanence d'informations. Problème. Pléthore d'informations, des débats, des idées différentes, des informations perpétuellement changeantes, et en plus qui se complique dans une ère, on est quand même dans une ère de prolifération des fake news et de surutilisation des réseaux sociaux. Donc, attention à développer son esprit critique, croiser les infos, vérifier les sources, etc. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, faut savoir éteindre sa télé, faut savoir couper, il faut savoir faire autre chose, et de pouvoir être sur d'autres types d'activités. Alors, il y en a une, moi, par exemple, que j'apprécie particulièrement, mais après, chacun les siennes. Moi, c'est par exemple la lecture. Et on sait que c'est une activité reconnue pour prendre soin de sa santé mentale et que lire un livre, ça permet de réduire le stress. Ouais, Donc, si on, oui,
Oui. Donc, si on récapitule, 1, chez toi, au maximum, tu resteras. 2, les gestes barrières, tu appliqueras. 3, les soins, absolument, tu poursuivras. 4, un proche, tous les jours, tu contacteras. 5, tous les jours, à ton hygiène, tu veilleras. 6, une hygiène de vie, tu garderas. 7, à ton bien-être, tu penseras. 8, ton ménage, tu continueras. Et 9, sans excès, tu t'informeras. Oui, J'enlève. et au sujet de l'information, une question qu'on peut se poser, c'est de quoi ai-je besoin, moi, en termes d'information? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas président de la République ou si vous n'êtes pas une personne qui décide et que vous vous sentez fragile, si vous vous sentez bien, ok, vous pouvez regarder toutes les infos que vous voulez, mais si vous vous sentez fragile et que vous n'êtes ni président de la République ni décideur, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir combien de lits il reste en réa? Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir combien il y a de morts tous les jours, là, le décompte macabre qu'il y a? Est-ce que ça va changer votre vie à vous ou celle de vos proches? Est-ce que ça va vous empêcher de prendre soin de vous? Est-ce que ça va vous empêcher de prendre soin de vos proches? Non, pas du tout. Il y a plein d'informations dont on s'abreuve par une sorte d'effet tunnel de focalisation, parce qu'on a peur en fait, et donc on va focaliser sur ce qui nous fait peur, un peu comme quand on est devant un animal, un prédateur dangereux, mais finalement, ces informations-là, vous n'avez pas forcément besoin, et si vous êtes fragile, elles sont inutilement anxiogènes, vraiment inutilement anxiogènes. Et je voudrais dire que votre présentation sur les 9 points, elle est géniale, et s'il y a bien une chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle s'applique bien indépendamment du Covid. C'est que des conseils qui sont bons tout le temps en fait, Covid, pas Covid. Oui, tout à fait. C'est pour ça, c'est effectivement que là, on l'adapte confinement parce qu'il y a l'effet Bien sûr. effectivement de l'attestation, par exemple. Mais ça, on l'avait enlevé de la version déconfinement, évidemment. On l'avait appliqué aux 100 km, par exemple, ou aller dans un rayon de 100 km autour de chez soi, par exemple. Alors, comment on l'utilise en fait concrètement ces fiches-là? En fait, quand on a les personnes qu'on accompagne, on propose de faire le point sur les différentes idées, de voir ensemble qu'est-ce qui leur parle, ce qui leur parle pas, ce qu'ils font déjà ou pas, pouvoir valoriser aussi ce qui est fait. Ça permet aussi de pouvoir renforcer positivement l'investissement des gens et de pouvoir après sur les points qui mériteraient ou qui identifiés comme étant un besoin, de pouvoir co-construire des actions ensemble, pouvoir les évaluer par la suite sur la mise en place et leurs effets. Ça donne un vrai plus en termes d'accompagnement. On a un bon moyen pour appeler les gens, pour voir où ils en sont, comment ils se débrouillent, pouvoir aussi renforcer, parce que comme c'est des actions simples aussi, c'est des choses que tout le monde peut faire. Et c'est un vrai plus pour un lutte, je pense, contre des éléments de baisse d'estime de soi ou de sentiments qu'on ne peut absolument rien faire pour aller mieux. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ça a l'air très simple. C'est très simple. Ce sont des actions qui ont vraiment rien de compliqué. Et je trouve que c'est ça sa force, justement. C'est que des choses qu'on chacun peut faire pour aller mieux. Et pour aller mieux aussi, dans les accompagnements qu'on peut faire, la synergie professionnel-patient, on en parlait tout à l'heure, elle est capitale, elle est essentielle. Où finalement, on a un croisement de l'évaluation des propositions de soins du professionnel qu'il adapte, qu'il personnalise en fonction de la personne, de ses difficultés, de ses besoins, de ses compétences, de ses souhaits. Et le patient à côté, lui, il amène son expérience, ses souhaits, comment il s'engage, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Et c'est quelque chose qui paraît extrêmement capital pour entretenir le fait qu'on aille mieux, à la fois les professionnels sur le renforcement, le fait qu'on est utile, et aussi pour les personnes qu'on accompagne, où on voit qu'ils progressent et qu'ils puissent nous apporter quelque chose et nous amener leur expérience. Écoute, vraiment, c'est un super outil. Merci infiniment de nous l'avoir présenté. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour que tu m'envoies peut-être les liens vis-à-vis des fiches, hein? Il y a un petit peut-être un fichier PDF, quelque Ah chose qu'on oui, peut oui, mettre. oui. Oui, oui, effectivement, je repartage l'écran parce que je crois que je suis allé trop vite. Bah non, il n'y arrive pas. Je t'enverrai le lien pour les fiches, ça sera plus simple. Ouais, et puis donc moi je les mettrai dans la description de la vidéo, hein, donc juste en Hum. dessous de la vidéo. Et donc allez les consulter. Et vraiment, voilà, docteur David Masson, merci infiniment pour cette présentation. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Bah, je vous souhaite à tous de prendre soin de soi dans cette période très difficile, qu'on a les moyens d'aller mieux avec ce qu'on a, qu'on est là en tant que professionnel et qu'on sera toujours là pour faire face à ça.
que la psychiatrie ne doit plus doit être mise au rang qu'il mérite, c'est-à-dire une action de santé publique prioritaire. Ça me semble extrêmement important et qu'on a besoin de ça, de moyens et de gens engagés pour pouvoir le faire. Et très concrètement, on peut faire des choses très concrètes et pas que des discours. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Ben, merci évidemment. On a nos collègues d'Initiative Psy, donc je vois que tu partages aussi régulièrement les contenus qui militent justement pour ça. Donc on leur passe un petit coucou à nos collègues d'Initiative Psy. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre médecin traitant. Hein. Votre médecin traitant, honnêtement, on est tous les deux psychiatres, on peut le témoigner. Ils peuvent gérer 99% des trucs que nous on gère. Enfin, franchement, on n'est pas inutile, hein, on est d'accord. Mais il y a plein de choses que votre médecin traitant peut faire. C'est vraiment la personne en qui vous avez confiance, qui est le médecin de première ligne. Donc, allez aussi voir le médecin traitant. Ben, merci et puis à très bientôt, David. À bientôt, merci. Salut. Ouais.